Donc le dialogue territorial, c'est un processus, une démarche. Donc ça veut dire que déjà, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête en un seul temps, qui va être mobilisé pour un projet qui impacte des parties différentes et qui peuvent avoir des intérêts divergents, voire conflictuels. Et c'est un projet qui s'inscrit sur un territoire bien délimité. C'est pour ça qu'on l'appelle territorial, c'est que on ne peut mettre en place ces processus-là que lorsque les acteurs s'inscrivent sur un territoire donné. Donc ce processus est composé d'un certain nombre d'éléments de type d'entretien, diagnostic préalable, entretien individuel, réunion collective, etc. Donc ça c'est un peu pour les différentes étapes. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la posture, notamment la posture de l'accompagnateur, mais aussi des parties qui vont être invitées autour de la table et qui vont être invitées à s'écouter, à s'entendre et à se comprendre. Donc voilà, quand on parle de posture, c'est une posture d'écoute et de curiosité de ce que l'autre a à dire par rapport au projet, de ce qu'il vit par rapport au projet, de la façon dont il le voit, mais aussi des besoins qui vont le mobiliser par rapport à ce projet-là. Le projet doit forcément être ancré sur un territoire, d'abord parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question de qui est-ce qu'on invite, c'est une question qui est très importante, qui va être impacté. Et donc si on est sur un territoire qui est trop large ou trop éparpillé, on ne peut pas constituer de relations suffisamment fines avec les acteurs et surtout les questions, les objets dont on va discuter vont être beaucoup trop vastes. Et de toute façon, les projets qui sont souvent des projets à caractère environnementaux impactent dans une géographie limitée. On utilise le dialogue territorial pour permettre aux différentes parties de sortir gagnantes autour d'un projet, que chacune puisse s'y retrouver. Mais l'enjeu principal, c'est de pouvoir créer le dialogue, créer une relation entre ces parties-là, de façon à ce qu'elles puissent trouver des solutions qui font que le projet sera un projet gagnant et gagnant pour tous. Le pari, c'est que grâce à ce dialogue, on arrivera à maintenir le projet et à faire en sorte qu'il soit enrichi par chacune des parties prenantes et qu'il puisse du coup convenir à tous. C'est d'abord une démarche de concertation, mais qui inclut tous les outils de la médiation pour permettre ce dialogue, cette relation dont on a parlé. En aucun cas, il s'agit pour l'accompagnateur, le médiateur, l'animateur, d'essayer de convaincre qui que ce soit d'adhérer à un projet. Ça n'est absolument pas son rôle. Son rôle est juste de créer les conditions du dialogue. Par ailleurs, l'adhésion à un projet peut être un effet induit du dialogue territorial, mais ça n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est le dialogue, c'est l'amélioration du projet. C'est autour de ces choses-là, mais ça n'est jamais de convaincre. Ça n'est jamais de montrer le projet sous tel jour ou tel autre. C'est vraiment d'être le plus authentique et le plus transparent possible par rapport au projet. J'accompagne des processus inspirés du dialogue territorial depuis un certain nombre d'années. Et récemment, au regard de l'évolution et du développement des projets de méthanisation sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais, la filière s'est posé la question de la façon de réagir par rapport aux montées en puissance de certaines démarches contre ces projets-là, de certaines démarches de riverains, d'associations qui se sont constituées contre ces projets-là. Le CERD étant déjà assez sensibilisés aux démarches de dialogue territorial sur lesquelles ils ont communiqué lors de la trame verte et bleue, s'est dit mais peut-être que ça peut être un outil qui peut servir dans cette réflexion sur l'appropriation. Mais l'idée c'était vraiment de dire mais est-ce que le dialogue territorial, on peut s'en inspirer pour permettre ce dialogue entre les riverains et les porteurs de projets agricoles. Dans le cas de la méthanisation, on est sur un projet privé.
porté par un entrepreneur privé qui met en place un projet souvent qui n'a même pas besoin d'enquête publique et qui donc n'a absolument pas dans l'absolu à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'a pas demandé aux riverains l'autorisation de mettre en place ce projet comme n'importe quelle autre entreprise n'a pas à demander à s'implanter, aux riverains si elle peut s'implanter quelque part. C'est un premier élément qui est particulier. Le deuxième élément qui est particulier, c'est que l'agriculteur vit sur le territoire où il va y avoir le projet et où il va y avoir potentiellement des actions contre le projet. Et on a un certain nombre d'exemples qui montrent que ça peut être très douloureux pour l'agriculteur, mais aussi pour sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, qui peuvent vivre sur le même territoire. Donc c'est deux aspects qui sont à prendre en compte. Donc c'est assez à la fois dans la façon de le mettre en œuvre, mais à la fois aussi parce que c'est contre-intuitif pour les agriculteurs de demander la permission de mettre en place ce type de projet-là, demander la permission entre guillemets, ça donne une spécificité à la façon dont on va s'en inspirer. Pour vérifier que son intuition a été bonne, le CERD a proposé de mener 3 expérimentations d'accompagnement de porteurs de projets agricoles sur la méthanisation par le dialogue territorial. La première étape, c'était de rencontrer les porteurs de projets agricoles pour leur expliquer ce qu'était le dialogue territorial, mais aussi quelle posture ça impliquait pour eux, quelle démarche ça pouvait impliquer pour eux de rentrer dans ce type de projet-là. Et après, lors de cette première rencontre, déjà ils devaient vérifier s'ils étaient d'accord pour entrer dans ce processus-là. Une fois qu'ils étaient d'accord, on enclenchait du coup le design, si on peut dire, du processus adapté à leur situation, à leur territoire, à leur projet. Donc avec eux, on vérifiait ce qu'ils étaient capables de faire, ce qu'ils se sentaient en capacité de porter individuellement ou collectivement, parce que ça peut être des projets individuels comme collectifs, et aussi ce qu'ils étaient prêts à vivre avec les riverains de leur territoire, jusqu'où ils étaient prêts à aller. Il y a des repères qui sont fixes dans le dialogue territorial et qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple les entretiens individuels avec chacune des parties au préalable de lancer des réunions, des rencontres sur un projet. Pourquoi? Parce que ces entretiens individuels permettent aux acteurs de vérifier qu'ils sont prêts à se lancer dans cette démarche-là. Et sans cet accord préalable, on arrivera difficilement à mettre en place du dialogue. Donc ça, par exemple, c'est fixe et quels que soient les projets, il faut le mettre en œuvre, c'est inévitable. C'est vraiment veiller à ce que chacun des acteurs ait compris ce que ça impliquait que rentrer dans une démarche de dialogue. Ce que ça impliquait comme aussi regard sur soi et regard sur les autres, regard sur son territoire. Et que l'accord que chacun donne à rentrer dans ce processus soit un accord qui est vraiment consenti et consciemment consenti, si on peut dire ça comme ça. Un deuxième point d'attention, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui est en capacité de porter chacun, jusqu'où on est en capacité d'aller, et de vraiment laisser l'espace ouvert à dire des non. Non, je ne veux pas aller là. Non, j'entends que vous me demandez ça à modifier sur mon projet et je ne suis pas prêt à le faire, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou d'entendre le non d'un riverain ou le non d'un partenaire. Voilà. Ne pas avoir peur de cette confrontation qui n'est pas forcément violente, mais accompagner l'expression qu'il y a autour. C'est de penser de façon explicite la communication qu'il va y avoir autour du processus de dialogue territorial. Ce qui a été fait de façon un peu intuitive, alors que ça pourrait être un point explicite et un point d'attention à avoir. Et baliser à chaque moment, vérifier formellement, si on peut dire, où en sont chacun des acteurs dans le processus de dialogue. Est-ce que là vous êtes prêts à continuer? Est-ce que, donc avec par exemple des entretiens individuels réguliers pour prendre la température et vérifier si on est bien dans la bonne géométrie pour les rencontres. Voilà. Il y a d'abord l'enjeu d'avoir une convention signée qui peut expliquer le démarrage mais aussi l'arrêt de l'accompagnement, parce qu'à un moment donné, le processus de dialogue territorial doit permettre aux acteurs de devenir autonomes sur la continuité de ce dialogue.
C'est pas une perfusion ad vitam aeternam, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à baliser et qui pourrait permettre à chacun de mieux se positionner.